Lorey, pour tout le monde, je suis né Lorey. Mon père, c'est Lorey. Et en fin de compte, mon père, c'est ni Lorey ni Lobjoie, c'est Adolf Hitler. Quand on vous annonce que vous êtes peut-être des descendants d'Adolf Hitler, c'est violent, c'est une chose terrible. À ce moment-là, on repasse l'histoire, on se dit « oh là là, mon Dieu », et on se dit pourvu que ça soit pas vrai. On le dit à personne, on le dit qu'entre nous, un cercle restreint, parce que de toute façon, si on le dit à quelqu'un, on va nous prendre pour un fou. Mon père est Adolf Hitler. Je peux pas le prouver légalement. Comme il a toujours été traité de fils de Boche toute sa vie, au bout d'un, il a dit maintenant, il faut que je trouve et que je sache. Ça, mon père était persuadé qu'il y avait des gens qui le savaient. Un cercle restreint autour d'Adolf Hitler, ouais, c'est sûr et certain qu'il y en a qui le savaient. C'est un sujet tabou, c'est un sujet qui dérange, je peux le comprendre. Rien que de dire, oh mon Dieu, il y a peut-être des Français qui sont descendants d'Adolf Hitler. Bon, ça peut faire peut-être peur, ça dérange, je sais pas, mais je peux le comprendre. Avec les nouvelles technologies de maintenant, des tests ADN, il est possible d'arriver à prouver une filiation. Je cherche à savoir si je suis vraiment le petit-fils d'Adolf Hitler et si mon père est bien le fils d'Adolf Hitler. Août 2013. Philippe Lorey arrive à Paris. Il a rendez-vous avec sa sœur Elisabeth pour réaliser un examen qu'ils attendent l'un et l'autre depuis près de 40 ans. Que cherchent ces Français originaires du nord de l'Hexagone? Ils recherchent leurs racines. Leur histoire familiale est incroyable et ils veulent vérifier si cette histoire est vraie. Elisabeth et Philippe ont rendez-vous avec le docteur Charlier. Philippe Charlier est un spécialiste de l'identification médico-légale. Il travaille tous les jours sur des ossements et avec l'ADN. Il a même authentifié le crâne d'Henri IV. Si Elisabeth et Philippe ont rendez-vous avec le docteur Charlier, c'est parce qu'ils pensent que leur grand-père pourrait être Adolf Hitler. Philippe et Elisabeth, je vais vous expliquer aujourd'hui ce qui va se passer précisément. Je vais faire des prélèvements de votre salive et de vos cheveux. Pourquoi? Bien parce que dans votre bouche, dans votre salive, il y a des globules blancs. Et ce sont ces globules blancs qu'on va extraire, qu'on va détruire, et à l'intérieur, on va retrouver de l'ADN. Pareil au niveau des cheveux, on a également retrouvé de l'ADN. Cet ADN, il est important pour étudier votre historique, votre patrimoine génétique, et savoir quels sont vos ancêtres précisément. Donc aujourd'hui, il s'agit simplement d'un recueil de prélèvements. Ce n'est pas moi qui vais vous prélever, pour éviter de contaminer les prélèvements, c'est vous-même. Alors je vais vous guider, je vais vous expliquer comment faire. On va commencer par vous, Elisabeth. Si je fais ces analyses, si je veux aller au bout de cette histoire, c'est pour mettre un terme et savoir si oui, on est ou non, on est des descendants d'Adolf Hitler. J'estime que c'est pas à mes petits-enfants de finir l'histoire de mon père. Ils n'ont pas, eux, à assumer ce travail. C'est pas leur combat, c'est le nôtre. Parfait, refermez. Impeccable. Merci Elisabeth. Le docteur Charlier effectue plusieurs prélèvements de salive, mais aussi de cheveux, qui serviront de prélèvement de secours, au cas où la salive serait malencontreusement détruite pendant les analyses. Tous ces échantillons vont être envoyés à différents laboratoires pour pouvoir recouper les résultats. Les analyses vont prendre à peu près 4 semaines. Elisabeth et Philippe ont été prélevés. Mais pour réaliser cette comparaison de patrimoine génétique, il faudrait se procurer de l'ADN d'Adolf Hitler. Or, cet ADN n'existe pas. Il a donc fallu explorer son arbre généalogique pour retrouver des lointains cousins qui auraient un ancêtre commun. L'arbre généalogique d'Hitler est immense. Sous l'ancêtre, Johannes Hitler, né en 1644, il y a plus de 8 générations et 140 descendants.
Si Philippe appartient à cet arbre, il doit posséder des gènes communs à d'autres membres de cette famille, situés dans le chromosome Y. Le chromosome Y, il est transmis de père en fils, de génération en génération. Donc si sur un arbre généalogique, on a un lien uniquement par les hommes à travers les générations, normalement, on doit retrouver le même type de marqueur sur le chromosome Y. En comparant ce nombre de petits marqueurs propres à l'individu avec d'autres individus, on peut voir s'ils appartiennent ou pas à la même famille. Nous avons réussi à retrouver en Autriche 2 hommes qui apparaissent dans l'arbre généalogique de la famille. Comme Philippe et Elisabeth, ils ont accepté de donner un échantillon de leur ADN, mais à condition que nous préservions leur anonymat. Les analyses génétiques pour prouver une paternité sont interdites en France sans ordonnance de justice. Tous les prélèvements sont donc envoyés dans 2 laboratoires différents. Un laboratoire autrichien et un laboratoire de l'Université de Londres, dirigé par le professeur Balding. Ils ont un ancêtre paternel commun environ 7 générations au-dessus d'eux. Cet ancêtre aurait transmis son chromosome Y à son fils et ainsi de suite jusqu'à Philippe Loret, mais aussi par une lignée de descendance différente à des cousins lointains. Dans la génération présente, ces 2 chromosomes Y ne seraient pas exactement les mêmes. Ils seraient très proches, car les mutations de ce chromosome sont très rares. On devrait donc être en présence de séquences chromosomiques identiques ou presque identiques, si le lien de parenté est avéré. À l'issue de ces résultats, on aura un argument extrêmement fort, un argument de certitude, et on verra si oui ou non vous êtes apparenté à la famille d'Adolf Hitler. Comment des Français pourraient-ils être les descendants directs du plus grand bourreau de l'histoire? Hitler a-t-il eu des enfants? Pour Elisabeth et Philippe, cette histoire est avant tout celle de leur père, Jean-Marie Loret, qui a clamé pendant des années qu'il était le fils du dictateur. Je suis le fils d'Hitler. Je peux rien dire d'autre. Je peux pas le prouver légalement. Je ne peux qu'essayer de trouver des gens qui savaient que j'existais, ou qui savent que j'existais, pour essayer de confondre ceux qui me traitent de menteur. Pour comprendre comment Jean-Marie Loret et ses enfants pourraient être les descendants d'Adolf Hitler, il faut remonter de près d'un siècle en arrière, en 1917, et découvrir leur histoire. Pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands envahissent la Belgique et pénètrent dans le nord de la France. Parmi ces soldats qui combattent dans le nord, un jeune caporal, Adolf Hitler. En 1916, il a 27 ans. Il est parfois en permission et se rend souvent avec son unité dans les villages voisins de Fournes et de Seboncourt. Hitler est alors un jeune Autrichien qui s'intéresse à l'art. Il dessine, il peint. Il a raté 2 fois l'entrée aux Beaux-Arts de Vienne. C'est pendant une permission qu'il rencontre une jeune Française, Charlotte Lobjoie. Charlotte a 18 ans. Elle travaille dans une ferme de Fournes, un village situé à quelques kilomètres de la frontière belge. Pendant l'été 1916, ma mère qui s'ennuyait, qui avait un peu le bourdon, comme on dit, elle dessinait elle aussi. Elle a vu un dessinateur qui est venu derrière elle et qui a examiné son dessin. Il lui a dit en petit français, ben c'est pas ça, c'est pas bon. La perspective est pas bon. Enfin, il lui a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est comme ça qu'ils ont lié conversation. Les 2 jeunes gens se fréquentent, parlent peinture. Hitler la dessine même sur une toile, comme une sorte de Mona Lisa paysanne.
Mais les combats rappellent l'artiste au front. Hitler quitte Charlotte, mais ne la laisse pas tout à fait seule, puisqu'en mars 1918, elle accouche d'un fils. Elle l'appelle Jean. Au front, Hitler est blessé lors d'une attaque au gaz et est évacué dans un hôpital de l'arrière. Pour lui, la guerre est terminée. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. Hitler est alors à l'hôpital. Il ne reverra jamais Charlotte. Malheureusement, Charlotte ne peut pas subvenir aux besoins de son enfant. Elle le confie à ses parents, les grands-parents du petit Jean. Pour faire reconnaître cet enfant illégitime, Charlotte se marie à Clément Loret. Jean Lobjoie s'appelle désormais Jean Loret. Chez ses grands-parents, le petit garçon vit un enfer. Car si personne ne connaît son père, à cette époque, Hitler n'est qu'un soldat allemand anonyme. Tous savent pourtant que le petit Loret est un fils de Boche. Le grand-père lui disait toujours que c'était un fils de Boche. Toujours fils de Boche, sans arrêt. Il a été malmené quand même, battu. Surtout sur les jambes, puisqu'il a gardé des marques sur ses jambes très longtemps. Et il était quelquefois même affamé. On punissait en le mettant dans un puits, en le descendant dans un puits. Il a souffert. Il a souffert de sa prime jeunesse, il a beaucoup souffert. Jean manque de tout, d'affection surtout. Il ne mange pas à sa faim. Quelques années après avoir été recueilli, ses grands-parents décèdent. Jean, qui va désormais s'appeler Jean-Marie, est alors âgé de 8 ans. Il est pris en charge par une famille bourgeoise de Saint-Quentin, les Frisons. Il est enfin élevé comme un petit garçon. Madame Frison, elle était contente d'avoir un enfant, quoi. Parce que comme elle ne pouvait pas en avoir et tout, elle était contente d'en avoir un. Monsieur Frison, lui, bon, il avait autre chose à faire. Hein. Il ne s'occupait pas de tout ça, lui. Il mangeait tous les jours à sa faim, il avait un toit, il avait un lit, un vrai lit. Il était bien accueilli et il allait à l'école, il a été habillé de pied en cap. Ça a été un changement radical pour lui, c'est un fait. Il avait des bons résultats scolaires, donc il avait des prix. Ils étaient fiers de lui, c'est un fait, ils étaient fiers de lui. Ils n'ont jamais parlé comme qu'il était fils de Boche. Le sujet était tabou. Pendant que Jean-Marie est choyé par sa famille d'accueil, en Allemagne, Hitler s'est engagé en politique. Il intègre le Parti ouvrier allemand. Hitler a un don, c'est un tribun. Il sait parler à la foule et devient rapidement le chef du parti qu'il renomme Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Le NSDAP, en abrégé, le parti nazi. L'orateur charismatique, à l'idéologie raciste, devient chancelier en 1933. Il ne révèle sa liaison avec Charlotte Lobjoie à personne. Le jeune Jean-Marie grandit vite et bien. Il est placé dans des institutions religieuses privées. Bientôt, les Frisons l'adoptent. Mais Jean-Marie ne sait toujours pas qui est son père biologique. Les Frisons, eux, ont des doutes. Apparemment, le monsieur Frison a su, puisque quand il a été lors d'un déplacement en Allemagne, ils sont rentrés précipitamment. Et c'est là qu'il a dit à mon père, surtout ne cherche jamais à savoir qui est ton père. Donc lui savait. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, les armées d'Hitler foncent sur la France. Jean-Marie Loret a 21 ans. Il est mobilisé et combat dans le 67e régiment d'infanterie. Il sait qu'il est fils de Boche. Ça ne l'empêche pas de se battre. Il s'est battu avec son régiment et tout, donc il a tué des Allemands. Donc comme il disait pendant le moment de guerre, c'est que de toute façon, je vais peut-être tuer un cousin, je vais peut-être tuer un oncle, je vais peut-être tuer un frère.
puisqu'il ne savait pas toujours qui était son père. Après 6 semaines de combat, c'est la débâcle des armées françaises. Les Allemands entrent dans Paris. Jean-Marie Loret va s'engager dans la résistance. Peut-être plus que d'autres soldats, ce fils de Boche doit prouver son patriotisme. Il fait partie du réseau Marco et donne quelques coups de main. Mais en 1942, il reçoit une lettre très étrange. Il est convoqué à l'hôtel Lutetia, au siège de l'Abwehr, le service de renseignement de l'état-major allemand. Là, j'avoue honnêtement que j'y suis allé, un peu, toujours tout de même un peu de crainte. L'hôtel Lutetia, on en entendait déjà parler. Avec un peu de crainte, mais beaucoup d'espoir. L'espoir de me dire, enfin, il va peut-être que c'est mon père qui me recherche. Puis je suis arrivé là-bas, on m'a fait monter à l'entresol, dans des appartements privés. Et on a commencé à m'interroger, mais alors beaucoup plus profondément, beaucoup plus loin. Qui c'est votre père? Vous ne l'avez pas connu, on vous a jamais dit quel était le nom de votre père. Ah non, mais on m'a dit que c'était un Boche, je suis un Boche, c'est tout, quoi. Mais vous n'avez pas été plus loin, on vous a pas dit qui il était, d'où il était. Ben non, on m'a pas dit, j'en sais rien. Je sais que c'est un Boche, c'est tout. On m'a fait parler sur les frisons, comment il m'avait élevé, comment ça avait été, mes études, tout ça, enfin, vraiment quelque chose sur moi. Puis à la fin, ils m'ont dit, bon, bah c'est tout, on va prendre une photo, et ensuite vous serez libre. Alors il y a une dame et un monsieur qui nous m'a pris en photo de face et de profil, c'est tout. On m'a offert des petits fous. À ce moment-là, c'était bon. On mangeait pas, il n'y en avait pas tant que ça. J'ai mangé tout ce que j'ai pu décemment. Je dis décemment, mais j'en aurais bien mangé le double. J'ai bu mon thé, puis je suis parti déçu, malheureux, parce que je me suis dit, ben ça y est, mais là encore une fois refait. Je pensais que c'était mon père, et puis il n'y a rien. De son interrogatoire, Jean-Marie ne tire pas grand-chose. Mais il reçoit quelques jours plus tard une lettre anonyme qui lui indique où se trouve sa mère, place de la Contrescarpe, à Paris. Il décide d'aller la voir. Jean-Marie a traversé toutes ces années sans connaître ni son père ni sa mère. Il craint cette première rencontre. Un jour au matin, il était 8-9 heures, et j'ai trouvé ma mère là dans le coin. On m'avait toujours dit, ça j'ai entendu toujours dire, à chaque fois qu'on parlait de ma mère, on me disait ta mère était très belle, c'était une beauté, on se retournait sur elle dans la rue, etc. Puis j'ai trouvé une petite vieille ratatinée, couverte de noir, avec un vieux châle noir, les mains toutes noires, la figure un peu barbouillée. Il faisait froid, un peu le nez rouge. Alors, j'ai pas osé lui dire, je l'avoue, sans honte, je dis la vérité, donc je dis ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, je l'avoue sans honte. J'ai pas osé lui dire, je suis ton fils. Je lui ai dit, je viens de la part de ton fils. Il s'était fait une image de sa mère d'une beauté exceptionnelle, je pense un peu comme tout enfant. Comme on lui avait toujours dit que sa mère, c'était une très belle femme, et donc quand il l'a vue habillée en noir, les mains sales, toutes rouges de figure, et donc là, il a dit, c'est pas possible, quoi, c'est pas ma mère. Ce jour-là, Charlotte Lovejoy ne reconnaît pas Jean-Marie. Trois ans plus tard, en avril 1945, le Troisième Reich vit ses dernières heures. Les Soviétiques prennent d'assaut Berlin. Hitler se marie avec sa maîtresse Eva Braun, avant de se suicider dans le bunker de la chancellerie. Comme prévu dans ses dernières volontés, leurs corps sont brûlés par leur chauffeur. Quand les Russes s'emparent de la ville, ils ne découvrent qu'un sosie qu'ils photographient. Ils interrogent les derniers fidèles d'Hitler, qui leur indiquent un trou d'obus où se trouverait le cadavre du dictateur. Ordre de Staline, la dépouille calcinée est secrètement rapatriée à Moscou. Depuis, le mystère plane autour de ce célèbre cadavre. Dans cette France de l'après-guerre, alors en pleine reconstruction, Jean-Marie aussi veut se reconstruire. Il retrouve sa mère et veut connaître ses racines.
Mais Charlotte refuse de lui donner le moindre indice. Il veut savoir qui est son père, oui. Et c'est sa mère qui voulait pas lui dire ça, elle voulait pas lui dire du tout. Et il l'a harcelé jusqu'à temps que ma grand-mère lâche le morceau, quoi. Là, il l'a vraiment harcelé, oui. Oui, oui, très même. Il a forte mauvaise tête et il a réussi à lui faire dire. Parce que la grand-mère lui a dit qu'il était presque en colère, il ressemblait à son père. T'as tous les yeux de teint père, comme elle m'a dit. Tous les yeux de teint père. S'ils veulent savoir, je vais te le dire. Ah, ben, j'ai dit, alors comme ça va. Qui c'est? Adolf Hitler. Son père, c'est Adolf Hitler. Alors là, il n'y a plus de parole. Là, c'est loin, mais je le vois encore bien. Il n'y a plus de parole, il n'y a plus rien. C'est un choc pour qui que ce soit, hein. D'apprendre ce genre de choses. C'est un choc violent, même. Bah, ce jour qu'il a appris exactement qui était, oui, mon père a eu un trou noir, quoi. Il est tombé de haut, de très haut. Même. Je suis parti. Sans penser, je pensais plus rien. Je ne sais même pas si j'ai vu quelque chose. J'ai marché dans Paris. Je me suis retrouvé sur les fortifications, les anciennes fortifications où il y avait des tas de clochards qui dormaient là-dedans. Je me suis assis là, puis je me suis même endormi un moment. Puis il y a même quelqu'un qui m'a réveillé avec une lampe électrique. Puis je me suis levé parce que j'avais froid. J'ai marché. Puis je suis rentré au petit matin. Et ma mère m'a dit, bah, tu m'as empêché de dormir, te voilà revenu, je suis bien content. Elle m'a dit, alors, ta décision? Ben, j'ai dit, c'est mon père, je l'ai cherché, je l'ai trouvé, je le garde. C'est là que ma grand-mère, après, lui a dit toute l'histoire. Qui lui a donné les détails et tout de leur amour qu'ils ont eu tous les deux, dans leur jeunesse. Mon père, après, il a accepté, de toute façon. Vous savez, quand on a cherché quelqu'un pendant toute sa vie, hein, de toute ma vie d'alors, 30 ans j'avais. Pendant toute ma vie, j'ai toujours eu mon père mon père dans un coin de ma tête, quelque part. Mais je n'ai jamais pensé à ça. On m'aurait dit que c'était un capitaine, que c'était même capitaine à la guerre 14-18, qui soit même revenu colonel ou même général. J'aurais dit, bon, ben, c'est tout, c'est ça. Mais pas ça. Je n'ai jamais pensé à ça. Pour Jean-Marie, c'est une terrible douleur. Il n'imaginait pas être le fils du diable en personne, l'homme responsable de la Seconde Guerre mondiale, de la mort de 60 millions d'individus. Charlotte lui explique que Hitler l'a quittée quand il a su qu'elle était enceinte. Cependant, elle lui apprend qu'il a veillé un peu sur lui. Les Frisons, ses parents adoptifs, auraient reçu l'année de son accueil en 1922 une compensation financière qui venait d'Allemagne. Elle leur aurait permis d'acquérir un immeuble à Francfort, revendu fort cher 5 ans plus tard. Une preuve pour Charlotte que Hitler tenait un peu à elle et à ce fils. 2 ans après lui avoir tout révélé, Charlotte décède, tandis que les Frisons, ses parents adoptifs, le renient. Jean-Marie est seul. Il marque le coup, mais il avance. Marié une première fois, il se remarie et aura en tout 9 enfants, mais il garde son secret. Le temps qui passe ne cicatrise pas sa blessure. Le passé revient de plus en plus pressant. 20 ans après la révélation de sa mère, au début des années 70, retraité, Jean-Marie ressent le besoin de tirer l'affaire au clair. Est-il le seul à savoir que Hitler a eu une relation amoureuse pendant la Première Guerre mondiale ? Est-il le seul à savoir que le Führer a eu un fils ? Cette parenthèse dans la vie d'Hitler semble avoir été rayée des livres d'histoire et des biographies du dictateur. Officiellement, Jean-Marie n'existe pas. Son histoire le ronge. Il veut savoir. Mais pour pouvoir mener ses recherches au grand jour, il doit prévenir ses enfants.
Ben, c'est un soir qui réunit tous les enfants et puis qui dit bah, voilà, j'ai quelque chose à vous dire. Donc c'est là qu'il nous annonce que son père est Adolf Hitler. Ben, on prend la nouvelle, je vais dire, très, très mal. Choqué, un peu assommé. Et je sais pas, c'est pas descriptif, franchement. Ce genre de choses qu'on prend en pleine figure, je vais dire. C'est violent, c'est très dur à accepter, ça fait mal au ventre, on va dire. C'est terrible, c'est une chose terrible. On se dit pourvu que ça soit pas vrai. Comme on est adolescent, ça nous passe au-dessus de la tête. Hein. Alors, je m'en foutais. Alors, comme le dernier de mes soucis. Hein. Moi, je pensais plutôt, c'est de pouvoir, si j'avais le droit de sortir, pour aller au bal retrouver ma copine, quoi, d'époque. De rien dire à personne, ça regarde personne, de toute façon, ça regarde que la famille, et c'est tout. Quoi. Ça, on s'en vante de nulle part. Et on n'y pense même pas. À 15 ans, 16 ans, on pense à autre chose, mais pas à aller dire « Coucou, je suis le petit-fils d'Adolf Hitler. Hein. » C'est un sujet qu'on n'abordait pas, du tout, jamais. J'ai jamais abordé ce sujet avec qui que ce soit. Parce que de toute façon, si on dit à quelqu'un, on va nous prendre pour un fou. On garde ça au fond de soi, et puis on oublie, on veut oublier, jusqu'à ce qu'il entreprenne ses recherches. Loret débute son enquête. Il arpente Saint-Quentin et des villages du nord de la France à la recherche de témoins. Mais il n'a pas de méthode, et surtout, il est seul. Pour avancer plus vite, il contacte un historien allemand, Werner Maser, professeur émérite de l'université de Munich. Maser est le spécialiste du Troisième Reich. Il a écrit en 1971 une biographie inédite, Hitler entre mythe et réalité, un best-seller vendu dans plus de 22 pays. Le 2 février 1976, Jean-Marie Loret lui écrit « Monsieur, j'ai obtenu votre adresse par votre éditeur. Je vais vous apprendre un événement qui vous paraîtra peut-être invraisemblable. Ma mère a connu Adolf Hitler en 1916, à Prémont, dans l'Aisne. Elle m'a avoué que mon père était bien Adolf Hitler. » Werner Maser doute, mais il décide de donner sa chance à cet anonyme qui prétend être le fils du Führer. Il envoie à Loret un immense questionnaire destiné à vérifier ses dires. Loret doit tout prouver. Il retourne sur les traces de son enfance. Il envoie des lettres aux mairies du nord de la France. Il fournit actes de naissance, extraits de baptême, actes d'état civil et des certificats de tous les pensionnats au collège par lesquels il est passé. Quand Maser reçoit les réponses de Loret, il prend conscience qu'il n'a pas affaire à un affabulateur. Cette histoire est peut-être une bombe historique. Hitler aurait des descendants français. Maser y voit l'opportunité d'un scoop retentissant. L'historien invite Loret en Allemagne. Ensemble, ils réalisent une batterie de tests. Ils effectuent des examens sanguins. Loret est du même groupe sanguin que Hitler. Ils font des analyses graphologiques. Ce sont des analyses des écritures de Loret et du Führer pour tenter d'y déceler des traits de caractère communs. Maser retrouve dans les archives des radios du crâne d'Hitler. Il fait réaliser des radios à Jean-Marie Loret pour pouvoir comparer les crânes du père et du prétendu fils. Loret est pris en photo dans les mêmes positions que Hitler pour faire des analyses des formes du visage, de l'écart des yeux, de la forme des oreilles et des mains. Pour appuyer la ressemblance, on fait des collages photographiques, plus ou moins probants. On utilise les trucages photos de l'époque. Jean-Marie et son fils Philippe sont comparés à Hitler. La ressemblance est saisissante. Loret est également comparé à son grand-père, Alois, le père d'Hitler. Maser utilise tous les moyens qu'il a à sa disposition pour appuyer cette démonstration.
Il y a une quarantaine d'années, on ne disposait pas du tout de l'outil génétique et les techniques à l'époque étaient extrêmement rudimentaires, pour tout dire pas très sérieuses. Il n'y a aucun rapport morphologique direct entre le crâne d'un ancêtre sur plusieurs générations et le crâne d'un hypothétique descendant actuel. Une forte ressemblance entre deux individus n'est absolument pas une preuve de lien familial entre eux. Une ressemblance ne fait pas une paternité. Mais Mazers ne se contente pas de trouver des ressemblances physiques. Il retrouve la piste de l'immeuble de Francfort, que les Frisons ont acheté en 1922. Tous les documents notariés sont là. Et pour Mazers, tout concorde. Pourquoi les Frisons se seraient-ils portés acquéreurs d'un immeuble en Allemagne, si ce n'est à cause du lien secret Jean-Marie, Hitler. Mazers retrouve la piste de certaines peintures d'Hitler. Parmi elles, celle d'une femme courtement vêtue. La peinture est signée Hitler, 1916. Loret reconnaît immédiatement sa mère, Charlotte. Mazers demande à Jean-Marie de montrer la peinture à des personnes ayant connu sa mère. Loret part à leur recherche et des déclarations sur l'honneur lui parviennent. Certains témoins la reconnaissent. Ce ne sont pas des preuves, mais des indices, qui s'ajoutent à d'autres indices. Mazers explore les archives du Troisième Reich. Il contacte d'anciens proches d'Hitler qui ont survécu à la guerre et les fait témoigner. Heinz Ling, ancien valet d'Hitler, dépose sous serment et explique qu'en 1940, le Führer aurait convoqué Himmler pour lui demander de réaliser des recherches sur une Française et son enfant. L'histoire est corroborée par Gerhard Engel, aide de camp d'Hitler. Hans Buchen déclare sous serment « En juin 1940, j'étais à l'époque chef de compagnie. Je reçus la mission de trouver un cantonnement pour notre unité dans le village de Seboncourt. Le maire me révéla qu'un jeune homme, originaire de son village, était le propre fils d'Hitler. » Elisabeth Kaiser-Lindner, vieille connaissance d'Hitler, déclare sous serment que Martin Mutschmann, alors haut gradé du Reich, avait connaissance de l'existence du fils d'Hitler dès 1923. Enfin, Mazers fait authentifier la peinture. Un expert déclare sous serment que le portrait dit de Charlotte Lobjoy a bien été réalisé par Adolf Hitler. Mazers estime qu'il a rassemblé suffisamment de preuves. Il contacte la presse à scandale et lance sa bombe. Un matin, j'étais chez mon père. Et il y avait des journalistes à la porte qui attendaient. On se demandait pourquoi, parce qu'on n'était même pas au courant. C'est assez choquant, traumatisant, quand on ne s'attend pas à ce genre de choses publiées comme ça sans être averti. Bonjour monsieur. Est-ce que oui. monsieur Rollet, c'est vous? Monsieur Loret, c'est moi. Ça a dépassé du monde quand c'est sorti en 77. Hein. Beaucoup de monde. Hein. C'était la queue devant la maison. Hein. Oui. Bon, je me présente, monsieur Miki Escava, Oui, enchanté. représentant de télévision. Il y a eu l'Allemagne, l'Autriche, les Belges, les Néerlandais, les Anglais, les Américains. A romance blossomed with a French girl, and the result is a son, a Frenchman, now 59, now living in northern France. Here's Richard Hunt. Monsieur Loret, qui était votre père? Mon père est Adolf Hitler. Comment vous savez ça? Par ma mère. Cette affaire paraît d'autant plus invraisemblable qu'Hitler était atteint d'une malformation congénitale l'empêchant de procréer. Alors on attend avec curiosité des preuves de cette paternité. Moi, je sais qu'à cette époque, je pensais qu'à une chose, c'était pouvoir quitter la maison sans être ennuyée et retourner chez moi. L'affaire fait le tour du monde. Loret s'expose.
Liés à Maser par un contrat d'exclusivité, ils sont accueillis partout comme des stars américaines. Jean-Marie Loret répète comme un pantin la seule phrase qu'il soit autorisé à dire « Je suis le fils d'Hitler ». Et la télévision japonaise, qui se passionne pour l'affaire, gonfle son audience. Oui, je suis le fils d'Adolf Hitler. Oui, je suis le fils d'Adolf Hitler. Là, ça a foutu la zizanie partout. Mon père a été embêté dans Saint-Quentin parce qu'on lui a dit, le propriétaire où il habitait à l'époque, on lui a dit bah, « Monsieur, vous êtes prié de déménager le plus rapidement possible ». Et il a été emmerdé par les journalistes qui arrivaient sans arrêt de partout. Voilà, quoi. Et puis il ne pouvait rien dire parce qu'il était toujours tenu par le contrat qu'il avait avec Maser. Donc il a été embêté, il a plus été embêté qu'il a gagné. Mon père a été menacé. Oui, menacé. Il a reçu beaucoup de menaces de mort, etc. Mais il a été obligé de déménager de là où il était. Loret est tourmenté. Et en plus, les médias le moquent. Tu sais que le fils d'Hitler est français? Allons. Allons bon. Eh ben, dis donc. On a essayé, pour prouver la filiation entre ce monsieur et son père célèbre, de lui mettre une moustache, tu vois, une petite moustache, et une petite mèche. Et on a dit, regardez, mais regardez comme il ressemble. La photo. Et on a imprimé la photo. Et je pose la question, qui, avec une moustache et une mèche, ne ressemble pas à Adolf Hitler? Alors je pose la question, est-ce que M. Brejnev, par exemple, n'est pas le fils d'Hitler? Ah, si, il y a une ressemblance, si. Est-ce que M. Carter n'est pas le fils d'Hitler? Ah, tout le monde est le fils d'Hitler. Je ne sais pas pourquoi que Maser a sorti ça maintenant. Enfin, si, je sais pourquoi, c'est pour se faire du fric. Mais il aurait dû attendre, il aurait dû continuer à faire des recherches, des machins, et approfondir, que de balancer ça comme ça d'un seul coup, boum, allez, on balance tout, de n'importe quoi. Du sensationnel. Sensationnel, non, c'est pour ça qu'on veut, nous. Enfin, mon père ne voulait pas du sensationnel. Lui, ce qu'il voulait, c'était faire des recherches, faire un livre ou faire quelque chose avec les preuves, les machins et tout, quoi. Et il n'y avait rien d'urgent pour que ça se divulgue. Progressivement, entre Loret qui souhaite poursuivre ses investigations et Maser qui s'attribue la découverte et ne pense qu'à faire la vedette, la confiance s'estompe. Comme si une fois le scoop publié, l'argent encaissé, Maser n'avait que faire de lui. Les témoignages que papa a pu avoir, qu'il a envoyés à Maser, on ne les a jamais revus. Il a pris des photos personnelles qu'il n'a jamais rendues. Les résultats de recherche qui ont été faits en Allemagne, les analyses, on n'a eu que des petits bouts, on n'a jamais eu le résultat complet de tout. Quand papa trouve quelque chose qu'il donne à Maser, après papa ne le revoit plus. Donc au bout d'un moment, il a dit stop. Et à partir de ce moment-là, il va continuer quand même ses recherches, mais tout seul. Jean-Marie Loret repart de zéro. Il parcourt l'Allemagne, l'Autriche, se rend en pèlerinage sur la tombe de ses présumés grands-parents, Alois et Clara Hitler. Il poursuit sa quête sans guère trouver d'indices supplémentaires. Désemparé, il décide de prendre conseil auprès d'un avocat réputé. Maître Gibault, ancien avocat de Céline, pénaliste renommé. François Gibault accepte de le recevoir. Je l'écoute avec des grands yeux parce qu'évidemment, c'est une chose qui est tout à fait peu ordinaire. Évidemment, je l'ai regardé son physique et j'ai pensé qu'effectivement, il n'était pas impossible qu'il soit le fils d'Hitler. L'affaire est troublante, le lieu de sa naissance, l'absence de père, le fait que l'armée allemande stationnait dans ce village quand elle était au repos. Il y avait tout de même toute une série d'éléments troublants. J'ai été assez rapidement convaincu. Je ne trouvais pas très valorisant, évidemment, d'être le fils d'Hitler. Mais enfin, il savait que s'il y avait un jour une reconnaissance officielle de la paternité d'Hitler, à ce moment-là, peut-être qu'il y aurait des conséquences financières. Il y avait peut-être un héritage, les droits sur Mein Kampf, peut-être des comptes en Suisse ou je ne sais où. Mais là n'était pas son souci principal. Il avait une volonté de savoir et
et de le faire savoir à sa famille, et de partager, si vous voulez, cette espèce d'angoisse avec les siens. La tournée médiatique de Mazeur, l'entretien avec Gibault, ont libéré Loret de son secret. Il veut désormais se faire reconnaître. Il reçoit quelques journalistes étrangers et écrit un livre publié en 1981. L'ouvrage sort dans une petite maison d'édition, mais les critiques n'en parlent même pas. Personne ne croit à son histoire. En 1984, il se confie à une télévision française. Le fils de Bosch est amer. Il veut crier sa vérité. C'est difficile de dire là, je suis le fils d'Adolf Hitler et j'aime mon père. C'est difficile à dire, parce que les gens qui l'écoutent, je vais faire hérisser les poils de tout le monde. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, c'est vrai. Toute sa vie, il a eu un manque de père et de mère. Eh bien oui, il aime son père. Comme il aime sa mère. Je fais de la télévision et je dis ce que je pense et je dis ce que j'ai fait pour essayer de trouver quelqu'un qui sait. Il y en a qui savent et qui n'ont pas parlé. Il y en a qui savent et qui ne veulent plus parler. Ce que je voudrais, c'est qu'on la dise, la vérité. Je suis à la recherche de la vérité. Un habitant de Saint-Quentin dans l'Aisne, Jean-Marie Loret, 66 ans, vient de mourir. Il était, selon lui et selon certains historiens ouest-allemands, le fils présumé, en tout cas secret, d'Adolf Hitler. Il a fait ses recherches avec des moments, je veux dire, de découragement où il reprenait, etc. Jusqu'à sa mort, puisqu'à sa mort, il devait encore rencontrer des gens en Allemagne. Donc jusqu'au bout, il a cherché à savoir jusqu'au bout. Quand il est décédé, il est arrivé à peu près à 90%. Le 100%, il ne l'a pas eu. Mais lui, ce qu'il aurait voulu, c'est avoir le 100%. D'être reconnu à 100%. C'est la mort qui l'a stoppé, quoi. À sa mort, en 1985, Jean-Marie Loret laisse à ses enfants pour seul héritage ce terrible fardeau. Cette quête inaboutie, cette recherche d'une vie. Désormais, la même question les hante. Ils veulent, comme leur père, connaître la vérité et ne renient en rien leur présumée filiation. Pas bon de renier ses origines. Il y a toute une famille derrière. Donc si je renie Adolf Hitler, je renie Charlotte. Donc je renie toute ma famille. Alors je suis qui, moi? Je suis rien, parce que j'ai plus rien derrière. Et non, c'est mes bases. Qu'elles soient bonnes ou pas bonnes par rapport aux gens. Mais c'est mes bases. Heureusement que j'ai une base. Parce que moi, mon grand-père est Adolf Hitler, je dois tout renier tout le monde? Ah non! C'est la grand-mère. Elisabeth et Philippe veulent à leur tour mener cette enquête. Depuis 40 ans, la vérité résiste. Trop de pièces manquantes. Trop de témoins disparus. Trop d'hypothèses scientifiques qui finalement ne prouvent rien. Pour moi, pour l'instant, c'est pas mon grand-père. Pour l'instant, pour moi, c'est qu'une personne. Ça sera peut-être mon grand-père. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Grâce à l'ADN, une analyse plus poussée est enfin possible. Les prélèvements génétiques des Loret et de leurs présumés cousins ont été envoyés dans 2 laboratoires. Ils ont été analysés et comparés. Les résultats des 2 laboratoires concordent. Le moment tant attendu est arrivé. « 40 ans de questionnement vont peut-être se terminer maintenant. » Pour Elisabeth et Philippe, quoi qu'il arrive, le résultat sera terrifiant. Première solution, les analyses prouvent que Hitler est leur grand-père, avec tout ce que cela implique d'héritage, de poids historique.
Deuxième solution, les ADN ne correspondent pas. Hitler n'est pas leur grand-père, et dans ce cas, comment interpréter ce résultat? Elisabeth et Philippe, on s'est vu il y a quelques temps et je vous ai fait des prélèvements au niveau de la bouche. On a enfin reçu les résultats. Je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. Ces résultats sont extrêmement clairs pour nous, sur le plan scientifique. Vous savez qu'on a comparé votre ADN, Philippe et Elisabeth, avec celui de 2 cousins éloignés autrichiens qui sont apparentés à la famille de Adolf Hitler. Et en l'occurrence, vous n'avez aucun rapport avec ces 2 individus sur le plan génétique. Absolument aucun. Si l'arbre généalogique dit la vérité, vu que les résultats biologiques sont, eux, sûrs et certains, ils ont été faits par 2 laboratoires, il n'y a absolument aucun doute possible sur leurs résultats, vous n'avez pas de lien avec ces cousins éloignés, donc pas de lien avec Adolf Hitler. Les analyses ne laissent aucun doute. Même après 6 générations, les 2 cousins autrichiens possèdent exactement les mêmes séquences dans leur chromosome Y. La superposition est parfaite. Sur les 17 marqueurs analysés, tous sont identiques. Pour Philippe, seuls 4 marqueurs sur 17 sont communs à ses présumés cousins. Une preuve irréfutable pour établir qu'ils ne sont pas liés génétiquement. Soit Philippe Loret n'a pas de lien génétique avec Adolf Hitler, c'est-à-dire Jean-Marie Loret n'est pas le fils de Adolf Hitler, soit il y a un père, voire plusieurs, qui ne sont pas les bons sur l'arbre généalogique entre le XVIIIe siècle et Adolf Hitler. Si entre 1703 et Adolf Hitler, un des hommes n'a pas été le père réel... Donc il y a toujours le doute. C'est pour ça que je vous dis, il faut donc décider... Donc le 100% négatif, c'est pas vrai. Donc le résultat, on est toujours au même point. C'est là que vous comprenez que quand on a un résultat positif en génétique, c'est-à-dire quand on a le même ADN, aucun problème. C'est-à-dire que l'interprétation est très simple. Quand on a une divergence, comme dans le cas présent, oui, c'est pour ça. On est obligé de croire ou de ne pas croire à un arbre généalogique. Voilà, tout à fait. Mais comme l'arbre généalogique, j'y crois pas à 100%, donc il y a toujours le doute. On finira bien par avoir la vérité. On a encore 2 solutions en vue pour nous. Donc. Il y a d'autres solutions qui n'ont pas été faites, qu'on n'arrive pas à avoir. Donc le doute y est. Et quelles sont les autres solutions auxquelles vous pensez? Faire déterrer Aloïs. Ça serait en effet indubitable. C'est mon arrière-grand-père. Donc là... Si tant est qu'Aloïs soit le père de Adolphe. Ah oui. Bon, ça oui aussi. Enfin bon, ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait qu'il ne soit pas le père. On ne sait jamais. On ne sait jamais, maintenant on est plus à ça près. Enfin bon, moi j'ai le doute. Le doute y est toujours. Donc l'histoire n'est pas résolue. L'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est effectivement pas terminée. Alois Hitler, le père d'Adolphe, est enterré dans un village autrichien. Elisabeth et Philippe demandent à exhumer son corps depuis des mois pour y prélever de l'ADN. Mais l'Église autrichienne s'y oppose formellement. L'autre solution serait d'explorer sa descendance. Alois s'est marié 3 fois. Lors d'un premier mariage, il a eu un fils, Alois Junior, qui est le demi-frère d'Hitler. Alois Junior a eu lui-même un fils, Patrick Hitler, qui a fait sa vie aux États-Unis. Il a eu des enfants. Ce sont les lointains neveux américains de Hitler. Il faudrait les persuader de faire des analyses génétiques. Mais ils refusent, et ont même exclu l'idée d'avoir des enfants pour clore cette descendance. Dernière solution, faire ouvrir les archives secrètes du Kremlin en Russie pour retrouver les restes de la dépouille du dictateur. En l'an 2000, une photo d'un crâne a été publiée. Un bout de mâchoire sera également conservé. Peut-être y reste-t-il un fragment d'ADN. Pour les Loret, la quête continue. Mais si Jean-Marie Loret n'est effectivement pas le fils d'Hitler, alors quand l'histoire a-t-elle pu mentir? Leur grand-mère aurait-elle tout inventé? Pourquoi est-ce que Charlotte Lovejoy se serait-elle auto-persuadée que l'Allemand qu'elle a connu était Hitler?
Peut-être pour devenir quelqu'un, pour se donner de l'importance. Je dirais que ma grand-mère a peut-être fauté avec 2 personnes, parce que je pense qu'elle a quand même eu cette relation avec Adolphe, j'en suis sûre, parce qu'on ne peut pas inventer ce genre de choses, surtout à l'époque. Et je me suis dit que c'était peut-être pas le seul, et puis c'est tout. Hein. Est-ce Jean-Marie Loret qui a menti pour exister enfin, se venger de sa jeunesse difficile, de son passé de fils de Boche, ou pour toucher un éventuel héritage? Lorsque les pièces du dossier sont examinées, elles forment un faisceau de présomptions concordantes. Mais une à une, que prouvent-elles vraiment? La convocation à l'hôtel Lutetia? Elle ne repose que sur le témoignage de Jean-Marie Loret. Aucune convocation, aucune photo n'ont été retrouvées dans les archives du Reich, partiellement détruites. L'immeuble de Francfort, les frisons, en bourgeois de l'époque, l'ont peut-être simplement acheté pour investir. Rien n'indique que c'est un don d'un proche d'Hitler. La peinture, datée et signée Hitler, qui ressemble à Charlotte, c'est peut-être un faux. Les déclarations sur l'honneur réunies par Mazur et Loret sont invérifiables. Tous les témoins sont morts depuis longtemps. La route est encore longue pour les Loret. Cette recherche pourra prendre encore des années. Et tant que le doute subsistera, Élisabeth et Philippe n'accepteront aucune vérité.